Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'explication d'un phénomène assez curieux qui est le phénomène de polarisation de la lumière. Alors pour comprendre ce phénomène, il faut tout d'abord reparler un petit peu de la nature de la lumière. Donc nous avons vu en cours, et vous aviez déjà vu en lycée, que la lumière se comporte à la fois comme une onde et comme une particule. Ici, dans le cadre de ce phénomène, c'est plutôt la notion ondulatoire qui va nous intéresser. Donc, une onde, de manière générale, c'est une perturbation d'un environnement donné dans lequel elle va se propager. En ce qui concerne la lumière, il se trouve que l'environnement en question, l'environnement de propagation de la lumière, est ce que l'on appelle le champ électromagnétique, qui est composé du champ électrique E et du champ magnétique B. La lumière est donc ce que l'on appelle une onde vectorielle, en ce sens qu'elle modifie, lors de son passage, des champs vectoriels, au contraire par exemple de ce que l'on appelle des ondes scalaires, comme les ondes de pression par exemple. Alors en pratique, comment on peut se représenter une onde vectorielle? Alors une façon de voir, ça va être par exemple dans le cas de la lumière, donc de représenter une onde lumineuse non pas sous la forme d'une onde, parce que ça serait délicat à représenter ici sans une animation très sophistiquée, mais plutôt sous la forme d'une particule. Après tout, on en a bien le droit, la lumière c'est à la fois une onde et une particule. Ça ne changera pas la véracité de notre propos et ça sera beaucoup plus facile, à visualiser. Donc, voici un photon, une particule lumineuse, qui va se déplacer dans son environnement. Et son environnement est composé, comme on l'a dit plus tôt, d'un champ électrique et d'un champ magnétique. En se propageant dans cet environnement, à la rencontre de ces champs E et B, elle va provoquer dans ces champs E et B des changements, que ce soit des changements de direction ou des changements d'intensité. Et bien entendu, ces changements s'inverseront dès lors que la particule aura terminé son déplacement. Formellement, on considère que notre particule de lumière est elle-même composée d'un champ électrique et d'un champ magnétique, qui sont donc des champs électriques et magnétiques variables, qui vont s'ajouter à la valeur des champs électriques et magnétiques du milieu. D'accord ? Et c'est cet ajout qui va provoquer les perturbations. Donc, nous, on ne s'intéressera, pour simplifier, qu'au champ électrique. C'est ce qu'on fait habituellement pour la lumière, étant donné que, dans le cas d'une onde lumineuse, vous montrerez en deuxième année que seul l'effet du champ électrique est généralement mesurable, l'effet du champ magnétique sur l'environnement étant de plusieurs ordres de grandeur plus faible que celui du champ électrique. Donc, à notre particule, on va lui associer donc un vecteur, ce vecteur E, qui est la représentation vectorielle de notre onde. Plus ce vecteur E est important, et plus l'énergie portée par le photon est importante à son tour. Donc, ce vecteur, on voit qu'il possède, comme tous les vecteurs, une direction. Et cette direction, comme la lumière est une onde, c'est-à-dire c'est une perturbation, cette direction-là, lors de la propagation du photon, elle peut changer de direction. Et l'ensemble des directions adoptées par ce vecteur au cours du temps, c'est ce qu'on appelle la polarisation de la lumière. Donc nous, on étudie cette année que le cas le plus simple de polarisation, c'est ce qu'on appelle la polarisation rectiligne. C'est-à-dire c'est le cas où, lors du déplacement de l'onde lumineuse, le vecteur E reste gentiment, il peut changer de norme pendant la propagation par exemple, mais quoi qu'il se passe, il va rester aligné suivant la même direction. Donc c'est ce qu'on appelle la polarisation rectiligne. Alors comment on fait pour polariser de la lumière? Alors il faut savoir que pour la plupart des sources lumineuses émettent de ce qu'on appelle de la lumière naturelle ou lumière non polarisée. C'est-à-dire que, pour simplifier, tous les photons qui sont émis par une source normale, entre guillemets, possèdent des directions de polarisation toutes différentes et variant de préférence absolument aléatoirement. Donc, pour faire du tri dans cette lumière, c'est-à-dire pour ne sélectionner que les photons qui seraient, par exemple, alignés suivant une direction donnée, on va utiliser
un des moyens les plus simples, c'est d'utiliser un polariseur. Alors grosso modo, un polariseur, c'est un film plastique que l'on a très très largement étiré dans une direction privilégiée, de sorte que si l'on regarde les molécules qui le composent, elles sont toutes plus ou moins alignées suivant une même direction. Donc là, par exemple, la direction verticale. Donc qu'est-ce qui se passe quand un photon arrive et traverse le polariseur? Donc prenons ici le cas d'un photon qui serait polarisé dans la même direction que les molécules du polariseur. Eh bien, en traversant ce dernier, le champ électrique du photon va exciter les électrons des molécules qui composent le polariseur, et ces électrons, ils vont donc se déplacer ils vont gagner de l'énergie et ils vont se déplacer tout le long des molécules. Et cette énergie cinétique qu'ils ont gagnée, eh bien, en fait, ils l'ont volée à la lumière. Donc, comme les photons ont transmis leur énergie aux électrons, eh bien, les photons, ils disparaissent en fait, faute d'énergie. Ils ont été complètement absorbés par le milieu. Et donc, il n'en ressort rien. Si un photon incident arrive avec une direction de polarisation qui est perpendiculaire à celle des molécules qui composent le polariseur, alors en traversant ce dernier, le champ électrique ne va pas pouvoir donner de l'énergie aux électrons parce qu'ils ne sont pas alignés dans la bonne direction. Et l'énergie qu'il faudrait leur donner par exemple pour qu'ils se déplacent d'une molécule à l'autre, donc dans cette direction-là, est généralement beaucoup plus grande que l'énergie qui est portée par la lumière. De sorte que comme la lumière ne peut pas transmettre son énergie aux électrons, eh bien, elle va continuer son chemin et elle va traverser le polariseur sans être altérée. Et donc on voit ici que tous les photons qui possèdent une polarisation orthogonale au polariseur vont traverser ce dernier et que les autres vont être filtrés. Et donc en sortie du polariseur, on a ce qu'on appelle une lumière polarisée, c'est-à-dire que tous les photons ont une direction de polarisation unique qui est orthogonale à la direction des molécules qui composent le polariseur. Donc là on a vu les effets, les deux effets les plus importants, c'est-à-dire quand les photons sont polarisés dans le sens du polariseur ou de manière orthogonale. Dans le premier cas, ils ne passent pas, dans le deuxième cas, ils passent. Et qu'est-ce qui se passe quand la direction passante du polariseur est quelconque? C'est-à-dire que, par exemple, là, complètement en diagonale. Donc, admettons qu'on ait un photon qui soit polarisé ici, verticalement, et qui se présente donc au niveau d'un polariseur qui possède une direction passante qu'on symbolise en vert. C'est-à-dire que si le photon avait été polarisé suivant la direction en vert, il serait complètement passé. Donc, ce qui va se passer ici, en fait, c'est un peu un cas intermédiaire. C'est-à-dire que la polarisation de notre photon, on peut toujours la décomposer suivant deux directions orthogonales. Après tout, c'est un vecteur, donc un vecteur, on peut toujours le décomposer en autant de vecteurs qu'on veut. En particulier, ici, on peut le décomposer en un vecteur orange qui suit la direction de passante du polariseur, et en un vecteur rouge, ici, qui lui est orthogonal. Et en fait, le polariseur, il va filtrer complètement la composante orthogonale à sa direction passante, qui correspond à la direction des molécules, en fait. Cette direction-là, comme on l'a vu tout à l'heure, elle est complètement filtrée et ne finira par passer à travers le polariseur que la projection suivant la direction passante en orange. Donc en fait, quand on a un photon qui arrive avec une direction de polarisation quelconque, une partie de son énergie est filtrée et ce qui reste va être polarisé dans le même sens que la direction passante du polariseur. Alors une fois qu'on a réussi à polariser la lumière, donc à l'aide d'un polariseur comme on l'a montré, ou par d'autres phénomènes, parce qu'il existe en fait plusieurs moyens d'obtenir de la lumière polarisée, eh bien on va pouvoir utiliser généralement un autre polariseur pour pouvoir jouer sur l'intensité de la lumière ainsi polarisée. Donc on va représenter schématiquement ce principe par un dispositif que l'on étudiera en travaux pratiques, qui est ce qu'on appelle le dispositif polariseur-analyseur. Donc, comment ça fonctionne? On a en entrée du dispositif un émetteur de lumière naturelle, donc une lampe blanche par exemple, qui émet une intensité lumineuse I0 donnée.
Cette lumière, on la fait traverser un premier polariseur dont on indique ici en vert la direction passante. À la sortie de ce polariseur, une partie de la lumière va être filtrée et ce qui va passer, comme on l'a vu dans les diapositives précédentes, c'est uniquement la partie de la lumière qui était polarisée suivant la direction passante du polariseur. Donc en moyenne, quand on a de la lumière naturelle en entrée, l'intensité qui ressort d'un polariseur, c'est à peu près l'intensité initiale divisée par 2. Donc grosso modo, avec un polariseur, on divise par 2 l'intensité lumineuse. Et la lumière donc, qui sort du polariseur, elle est polarisée suivant la direction, elle est polarisée suivant une direction qui est imposée par le polariseur. C'est ce qu'on appelle la direction passante. Donc, cette lumière polarisée, on va la faire traverser un deuxième filtre polariseur. Donc, comme c'est le deuxième, on ne l'appelle pas le polariseur, on lui donne un autre nom, on l'appelle l'analyseur. Mais techniquement, c'est exactement la même chose. Donc, cet analyseur, il a une direction passante qu'on montre ici en orange et qui fait un angle qu'on note alpha avec la direction passante du polariseur. Et en sortie, la lumière qui sort de l'analyseur, elle est polarisée. Elle est polarisée dans la même direction que la direction passante de l'analyseur et son intensité, elle a été réduite par rapport à la lumière, qui y est entrée par un facteur qui dépend du cosinus carré de l'angle entre le polariseur et l'analyseur. Alors d'où ça sort ce cosinus carré? C'est des histoires de projection de vecteurs, on ne va pas s'amuser à rentrer dans les détails. Mais tout ça pour dire qu'en fonction de l'angle alpha qu'on choisit, on peut avoir, si les deux polariseurs et analyseurs sont alignés dans la même direction, donc alpha égale 0, et bien au final, avec l'analyseur, on laisse tout passer, donc cos carré égale 1. Et plus alpha grandit, plus le cosinus diminue, et donc plus l'intensité qu'on retrouve en sortie sera faible jusqu'à être complètement nulle si alpha vaut 90 degrés, c'est-à-dire si le polariseur et l'analyseur sont dits croisés. Donc cette loi qui nous donne la variation de l'intensité lumineuse en sortie de ce dispositif, c'est ce qu'on appelle la loi de Malus, et c'est une loi que l'on va vérifier expérimentalement en TP, et dont l'intérêt est en fait ici de pouvoir contrôler simplement en faisant pivoter l'analyseur, on peut contrôler très finement l'intensité lumineuse en sortie. Voilà. Donc, pour conclure sur cette rapide introduction à la polarisation de la lumière, alors à quoi ça sert des applications techniques de la polarisation, en fait, il y en a beaucoup. Des plus scientifiques, comme par exemple la caractérisation des échantillons rocheux. En utilisant un dispositif polariseur-analyseur, on est capable de mettre en évidence les différentes roches qui composent un échantillon. Donc ça, c'est une application très technique, mais on a aussi des applications beaucoup plus terre à terre, comme par exemple les lunettes 3D qu'on utilise aujourd'hui dans les cinémas et qui utilisent la polarisation de la lumière pour nous permettre d'avoir des images différentes vues de chaque œil. Et on utilise aussi les lumières, des polariseurs pour filtrer les lumières qui proviennent des reflets du soleil sur les surfaces, typiquement sur les reflets neigeux, parce qu'il se trouve que la lumière qui est reflétée par la neige en l'occurrence, elle acquiert une polarisation, elle devient polarisée quand elle est réfléchie. Et donc d'utiliser des lunettes de soleil polarisantes, ça permet de particulièrement bien filtrer les reflets sans perdre trop de luminosité ambiante. Donc c'est extrêmement pratique. Voilà. Donc ceci conclut notre vidéo sur la polarisation. Maintenant, à vous de jouer pour les travaux pratiques.